Ça va secouer dans cette vidéo de Géologique. Salut à tous, ici Mister Hello et bienvenue dans cette 8ème vidéo de Géologique. Enfin, elle est là. Donc vous l'aurez compris avec non seulement le titre de la vidéo, mais également cette introduction, et en plus c'est marqué juste là. Aujourd'hui, nous allons parler des séismes. Et en plus, on va essayer de répondre aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce qu'un séisme? Comment se forme-t-il? Et enfin, peut-on les prévoir suffisamment en avance? Allez, c'est parti. Je déclare ouvert ce 8ème épisode de Géologique. Donc tout au long de cette vidéo, vous allez très vite comprendre que celle-ci est plus ou moins liée à celle qui était consacrée aux plaques tectoniques. Donc c'est pour ça que je vous laisse quelques secondes, histoire d'aller voir, vous remémorer, ou juste aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. J'attends. Ok, assez perdu de temps, on va commencer avec quelques petites notions qui seront très utiles tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, la première chose qui doit vous venir à l'esprit lorsqu'on parle de séisme, c'est la notion d'épicentre. Et c'est tout à fait normal puisque l'épicentre correspond au point de formation du séisme projeté à la surface du globe. Et c'est d'ailleurs très important de préciser qu'il s'agit d'une projection à la surface du globe, tout simplement parce que le vrai centre de formation d'un séisme, il s'effectue en profondeur, on appelle ça l'hypocentre, ou également le foyer pour faire plus simple. En tout cas, retenez bien que l'épicentre et l'hypocentre ne désignent pas tout à fait la même chose. Autre notion que vous connaissez peut-être, c'est la notion de magnitude. On en parle surtout avec l'échelle de Richter pour connaître la puissance d'un séisme, et vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo que c'est pas exactement la notion de puissance qu'il faut retenir. Il y a d'ailleurs 2 échelles bien distinctes, mais je n'en dis pas plus. Vous allez également voir que nous allons énormément parler d'ondes au cours de cette vidéo. Et donc il faut savoir qu'il existe principalement 2 types d'ondes bien différentes. D'un côté, les ondes électromagnétiques, qui correspondent à la lumière du soleil par exemple, mais également les UV, l'infrarouge, les ondes radio, enfin tout ça rentre dans les ondes électromagnétiques. Et vous avez d'un autre côté, les ondes mécaniques, qui sont plutôt associées à un déplacement, à un mouvement de la matière. C'est par exemple le cas avec les ondes produites lors des séismes, mais également lorsque vous jetez une pierre à la surface de l'eau. Les petites ondulations sont des ondes mécaniques. Ok, donc comme je l'ai dit, on va surtout parler des plaques tectoniques. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut y aller la voir, vous comprendrez après. Tout simplement parce qu'elles sont principalement la cause des séismes qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Terre. Donc souvenez-vous du phénomène de subduction que j'ai justement évoqué dans la vidéo des plaques tectoniques, blablabla. Vous avez 2 plaques qui vont se rencontrer l'une contre l'autre. Et c'est alors qu'il y en a une qui va être plus dense et qui va avoir tendance à plonger sous l'autre. Mais justement, lorsqu'un bloc rocheux glisse sous l'autre, vous voyez bien qu'il va y avoir frottement entre les 2 blocs. Et donc forcément, les roches vont se broyer, s'entrechoquer entre elles, et tout ça va générer justement des ondes, de l'énergie en trop qui va être libérée dans toutes les directions de l'espace. Donc c'est pourquoi si vous retracez la plupart des foyers qui ont été recensés jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'ils se situent principalement au niveau des zones de subduction. C'est tout à fait normal, c'est grâce à ce glissement entre les 2 plaques. Mais il y a quelque chose d'encore plus curieux. Si vous focalisez sur une même zone de subduction, par exemple aux États-Unis ou au Japon, et que dans ces zones-là, vous vous amusez à tracer tous les foyers de tous les séismes qui ont été recensés dans cette zone, vous allez voir qu'ils vont tous être alignés selon ce plan de frottement. Et justement, cette découverte porte un nom. On parle alors d'alignement selon le plan de Wadati-Benioff, du nom des 2 chercheurs qui ont trouvé ce phénomène. Tout d'abord découvert par Kiyo Wadati en 1935, qui est un géologue japonais, et ensuite par Hugo Benioff en 1949, qui est un sismologue américain. C'est pourquoi cette découverte porte le nom de ces 2 chercheurs. D'ailleurs, petite curiosité, je tiens à vous rappeler que la théorie de la tectonique des plaques, celle qui permet d'expliquer leur déplacement en mode tapis roulant, on pousse d'un côté et on plonge de l'autre, elle n'est apparue seulement qu'une dizaine d'années plus tard après cette découverte, dans les années 60. C'est quand même assez curieux de découvrir ce phénomène-là et après, tectonique des plaques. Incroyable. Mais revenons à la formation des séismes et plus précisément à la génération des ondes sismiques. Lorsque la friction entre les 2 plaques est trop importante par rapport à ce que peut encaisser la roche, on parle d'ailleurs de limite d'élasticité d'une roche, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle la roche va commencer à se déformer sous l'effet de la pression, vous avez des ondes qui vont être libérées dans toutes les directions de l'espace.
et vraiment toutes les directions. Et je parle pas de l'espace au-dessus de nous, hein. Mais avant d'aller dans le détail de la propagation de ces ondes, on va plutôt s'intéresser aux différents types d'ondes que l'on peut rencontrer lors de la formation d'un séisme. Et il faut savoir que justement, elles sont réparties en deux catégories. Parce que oui, quand on est scientifique, on aime bien tout caser, que tout soit clair, net et bien rangé, donc on a créé deux catégories. Vous avez d'un côté les ondes de volume, qui se propagent uniquement en profondeur sous terre. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les ondes P, ou les ondes primaires, parce qu'elles arrivent en premier sur un sismogramme, comme je l'ai représenté ici. Vous connaissez, hein, un sismogramme. Vous savez, l'espèce d'appareil avec du papier qui déroule et une aiguille qui bouge de haut en bas quand ça tremble. C'est ça un sismogramme, hein. Alors ces ondes-là sont également appelées ondes de compression, de par leur phénomène de propagation. Ce sont donc les premières à se manifester, et en plus elles sont responsables du grondement sourd qu'on peut entendre avant les premiers tremblements. Vous avez ensuite les ondes S pour... ondes secondaires, oui, je l'ai entendu au fond là-bas. Mais en vrai, on parle plutôt d'ondes de cisaillement, qui se dit en anglais shear waves, d'où le S. Normalement, c'est ça. Et celles-ci sont un peu particulières puisqu'elles vont se propager uniquement dans les solides. Donc vous oubliez tout ce qui est gaz ou liquide sous terre. Je rappelle, on est toujours sous terre, hein. Donc elles se déplacent uniquement dans les blocs rocheux. Et ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que seuls les solides ont justement cette limite d'élasticité dont j'ai parlé un peu plus tôt. Vous pouvez oublier l'effet élastique dans un liquide ou dans un gaz. Il n'y a que dans les solides que c'est possible. Et donc c'est principalement tout ce qu'on va rencontrer comme ondes sismiques en profondeur. On peut ensuite passer aux ondes qu'on va rencontrer en surface. Et donc là ça va être un peu plus simple puisqu'il n'y a pas exactement de distinction entre différents types d'ondes une fois qu'on atteint la surface. Et on va ici principalement parler d'ondes de type L. Et donc ce sont ces fameuses ondes L qui vont être les plus dévastatrices puisqu'elles vont être responsables de tous les dégâts causés par un tremblement de terre. Ce sont les seules en surface et elles sont responsables justement de la destruction d'immeubles, de bâtiments, tout ce que vous voulez. Mais intéressons-nous plus précisément à la propagation de ces ondes. Comme vous pouvez le voir, ces trois types d'ondes arrivent les uns après les autres. Et il y a une raison toute bête à cela puisqu'elles ne se déplacent pas toutes à la même vitesse. Donc en tout premier, vous avez les ondes P, tout simplement parce qu'elles se déplacent à une vitesse hallucinante de 6 km par seconde. J'ai bien dit par seconde, hein, pas par heure. Si vous faites la conversion, vous atteignez 21 600 km/h. Plutôt rapide quand même, hein. Mais il faut savoir que cette vitesse va varier en fonction du type de roche rencontrée et même plus exactement de la densité des matériaux. Si vous regardez par exemple ce tableau avec différents types de roches, vous allez voir que plus une roche va être dense et plus cette onde P va se déplacer rapidement à travers celle-ci. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le granit va plutôt se trouver en surface, tandis que les péridotites en profondeur. Donc vous avez une évolution lors de la remontée de ces ondes vers la surface. Et donc justement, ces ondes P se ressentent généralement 5 minutes après la formation du séisme. Elles mettent justement 5 minutes à arriver à la surface, ou du moins à être détectables au niveau de la surface. Dans la logique des choses, vous avez ensuite les ondes S, donc secondaires, qui vont arriver un petit peu après, tout simplement parce qu'elles se déplacent à une vitesse de 4 km par seconde. Toujours par seconde, hein. Ce que représente quand même la coquette vitesse de 14 400 km/h. Quand même. Donc non seulement elles se déplacent moins vite que les ondes P, mais en plus, elles sont limitées exclusivement aux roches. Je rappelle, les ondes S ne vont pas dans les liquides ni dans les gaz. C'est d'ailleurs grâce à ces deux types d'ondes qu'on peut connaître, ou du moins avoir une idée, des différents types de roches qui composent notre Terre en profondeur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu délimiter les différentes couches qui composent notre planète. Les ondes P nous ont donné une idée de la composition de ces différentes couches, notamment à cause de sa vitesse, donc un changement brutal de vitesse veut dire un changement brutal de milieu, donc de roche, tandis que les ondes S nous ont permis de savoir que le noyau externe était liquide, puisqu'elle ne le traversait pas. C'est en plus un très bon exemple pour montrer que la Terre n'est pas plate, mais bien ronde. Alors oui, désolé si certains parmi vous risquent de se fâcher avec ça, mais ce sont des faits scientifiques. Comme je vous l'ai dit, les ondes vont se propager dans toutes les directions. Vraiment dans tous les sens. On va donc nous, généralement en surface, ressentir les premières, celles qui se trouvent vraiment les plus proches du foyer, mais il n'est pas rare de ressentir les répliques d'un séisme à l'autre bout de la Terre. Si je prends par exemple l'exemple d'un séisme qui s'est produit à Haïti en 2010, qui a été très largement médiatisé parce qu'il était absolument phénoménal. Il était tout de même d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, sur 9. Donc c'est quand même extrêmement important. Mais justement, on a ressenti quelques répliques ici, en France, à des milliers de kilomètres de là-bas. Alors bien évidemment, beaucoup moins important, je crois que les plus grosses secousses ont été ressenties à 3 sur l'échelle de Richter, donc c'est pas énorme. Mais les chercheurs ont pu démontrer justement que grâce à la vitesse des ondes,
ces secousses étaient liées au séisme qui était survenu à Haïti quelques heures avant. Donc oui, désolé, mais c'est une preuve qui montre bel et bien que la Terre n'est pas plate. Et donc enfin, pour continuer notre petit chapitre sur la vitesse des ondes, vous avez les dernières, les ondes L, qui se déplacent également à une vitesse de 4 km par seconde environ, mais ce sont celles qui ont une plus grande amplitude que les autres. Donc l'amplitude va être vraiment liée à la puissance réelle du séisme. Ce qu'on va voir sur un sismogramme, plus les pics sont très importants et plus la puissance est importante. En plus, leur puissance est également liée à leur mode de propagation puisqu'elles se déplacent de façon horizontale, un petit peu à la manière d'un serpent. Et donc, l'ensemble de ces ondes qu'on va enregistrer sur un sismogramme constitue un séisme. Et justement, vous comprendrez bien que la puissance de celui-ci va dépendre de nombreux paramètres, notamment selon la profondeur à partir de laquelle il va se former, mais également selon les différents types de matériaux qu'il va rencontrer, ou du moins que les ondes vont rencontrer au cours de leur voyage. Sachez d'ailleurs qu'on parle aussi de microsismicité, qui est plutôt liée au déplacement des plaques entières. Et donc cette microsismicité va être démontrée par de tout petits pics de très faible amplitude sur les sismogrammes les plus puissants. C'est-à-dire que nous, là, on ne ressent pas ces tout petits tremblements, c'est vraiment très très léger. Mais ça démontre, encore une fois, le déplacement de ces plaques. Alors du coup, c'est bien beau, on sait comment se forme un séisme, on sait comment il va se propager, mais est-ce qu'il y a un moyen de quantifier sa puissance? Avant cette vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'échelle de Richter, qui est généralement très utilisée par les médias lorsqu'ils parlent d'un séisme. Sachez que cette échelle de mesure a été mise au point par un sismologue américain, Charles Francis Richter, en 1935. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle ne possède pas de limite supérieure, du moins en théorie. Mais aujourd'hui, elle a été volontairement réduite de 0 à 9, 9 correspondant aux séismes les plus puissants. Il existe d'ailleurs un seul séisme qui a dépassé cette limite, avec une magnitude de 9,5, et ça a été observé au Chili en 1960. Il existe cependant une autre échelle également très importante et beaucoup moins connue, qui s'appelle l'échelle de Mercalli. Et la différence entre ces deux échelles, c'est que l'échelle de Mercalli va plutôt nous parler de l'intensité réelle d'un séisme, qu'il faut d'ailleurs distinguer de la magnitude, qui correspond plutôt à la quantité d'énergie libérée par un séisme à son foyer. Donc si je résume, vous avez d'un côté l'échelle de Richter, qui est plutôt basée sur la magnitude, et donc sur la quantité d'énergie libérée par un séisme. Mais si on se base sur l'échelle de Mercalli, on parle plutôt des dommages causés en surface aux bâtiments, à tout ce qu'il y a en extérieur, ce qui n'est pas forcément lié à la magnitude. On peut avoir une magnitude très importante, mais très peu de dégâts. Donc cette fameuse échelle de Mercalli qui a été un peu trop oubliée, a été découverte tout d'abord en 1883 par un sismologue et géologue italien du nom de Giuseppe Mercalli, et elle a été modifiée en 1956 afin de prendre en compte des plus grandes gammes de dégâts, et cette fois-ci grâce à Charles Francis Richter. Donc les deux ont plus ou moins travaillé ensemble, mais on oublie un peu trop souvent l'échelle de Mercalli. Donc à partir de maintenant, vous pourrez vous méfier lorsque dans les médias vous verrez échelle de Richter et juste après les dégâts causés par le séisme. C'est pas exactement lié, du moins pas exactement la même chose, même si le raccourci est un peu facile. Donc, résumons tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Vous savez qu'un séisme se forme suite au glissement entre deux plaques. Ça va libérer des ondes qui vont être propagées dans toutes les directions, remonter à la surface et causer de nombreux dégâts sur les bâtiments. Mais est-ce qu'il n'existerait pas justement un moyen de prévoir la formation de ces séismes? Après tout, on sait très bien où se trouvent les zones de subduction, et donc on pourrait se dire, ici, il y a une très forte chance qu'un séisme se forme. Eh bien en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans les zones de subduction, on ne connaît pas forcément les types de roches qui glissent les unes contre les autres. On ne sait pas non plus à partir de quelle profondeur un bloc rocheux va se briser. C'est juste impossible à imaginer pour l'instant. Donc on peut se baser sur d'autres paramètres, comme par exemple l'augmentation de la fameuse microsismicité, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui va donc signaler que quelque chose coince au niveau du tapis roulant entre les plaques, ou encore on peut se baser sur quelque chose d'encore plus naturel, c'est-à-dire le comportement des animaux sauvages dans la zone. Mais ce dernier cas, ça reste quand même très particulier et même très focalisé dans le temps à juste avant le séisme, ou au tout début de sa formation. Donc c'est vraiment très juste. Donc on peut surtout prévenir un séisme tout simplement en définissant des zones à risque sismique dans lesquelles il est impossible de monter certains types d'installations, comme par exemple des centrales nucléaires. C'est quand même assez dangereux. On peut également surveiller la géologie locale et même la formation de failles sur des blocs rocheux en surface. Et puis on peut également se baser sur le passé, voir à quel moment et aussi à quelle récurrence les séismes sont apparus dans une zone pour définir justement le degré d'importance
du risque sismique. Et vous le savez probablement, il existe également des normes parasismiques pour prévenir tout cela. Si je reprends l'exemple du Japon, qui est un pays très sujet au séisme, ça c'est pas nouveau. En fait c'est assez simple à expliquer puisque leur archipel est vraiment situé au-dessus d'une zone de subduction. C'est pourquoi c'est généralement très violent dans cette zone. Mais ils ont quand même tout prévu avec leurs installations. Ils utilisent certains types de matériaux qui vont avoir tendance à résister aux chocs sismiques, et ils peuvent également se permettre de construire d'immenses barres d'immeubles, tout simplement grâce à un système d'amortisseurs pneumatiques sous les immeubles. Ces gros amortisseurs vont vraiment absorber la plupart des chocs, et c'est pourquoi les tours vont rester debout. Mais bon, après tout, n'oublions pas que ce sont des phénomènes naturels, et donc la plupart du temps imprévisibles, et il reste quand même, exactement comme lors d'éruptions volcaniques, très prudent de s'éloigner de ces zones. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève cette 8e vidéo de Géologique. Alors comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, vous n'oublierez pas de la partager, de l'aimer et de la commenter, c'est toujours très important. Donc les partages, c'est notamment pour faire connaître le milieu de la géologie tout autour de vous. N'oubliez pas qu'il faut rester curieux et ne pas garder ça pour vous. Et les commentaires, c'est si vous avez juste une petite remarque à faire sur ce que je viens de dire, ou peut-être même des suggestions d'autres sujets, je suis vraiment ouvert à tout sujet de discussion. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bien entendu, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux habituels, vous avez tous les liens dans la description, donc si vous voulez discuter autour de la géologie, n'oubliez pas que je reste disponible. Mais je tiens quand même à préciser que je ne suis pas professeur de géologie, donc je ne vais pas remplacer vos vrais professeurs. Si vous avez une question vraiment très sérieuse, adressez-vous directement à vos profs. C'est vraiment le moyen le plus simple d'avoir une réponse claire à vos questions. Et bien entendu, je ne ferai pas vos examens à votre place. J'ai déjà eu le cas, non. Sérieusement, non. Enfin bref, un énorme merci à vous tous pour votre énorme soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir. N'oubliez pas, un petit partage de cette vidéo, c'est extrêmement important. Dans tous les cas, on va se retrouver très bientôt, que ce soit dans une toute autre vidéo, ou peut-être même en live sur Twitch. N'oubliez pas que je vous attends, ou peut-être même le mois prochain pour la 9e vidéo de Géologique, et cette fois-ci, on va justement repartir dans les étoiles. Mais j'en dis pas plus. Allez, d'ici là, portez-vous bien, restez curieux, et salut à tous.